je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Ce matin, nous allons tenter de comprendre ce qui se passe en Haïti sous un angle différent. Au fait, je vais même remettre en question, je vous le dis net, le terme de banditisme pour expliquer ce qui se passe là en Haïti. Car dans d'autres pays, on voit des cas de banditisme. Historiquement, on est habitué à l'idée de bandits qui se battent contre des bandits. On est habitué à des bandits qui prennent, si vous voulez, d'assaut certains symboles de l'État parce qu'ils ont des causes politiques à défendre. On est habitué, dans d'autres pays, à des bandits qui se battent les uns contre les autres pour des territoires, c'est-à-dire vous avez tel seigneur de guerre qui veut contrôler son territoire pour y passer de la drogue, contre tel autre territoire ou contre tel autre bandit qui cherche à lui voler son territoire, alors ils se battent les uns contre les autres. Mais un pays dans lequel tous les criminels s'entendent pour s'en prendre à des écoles, pour s'en prendre à des hôpitaux, pour s'en prendre à des pharmacies. Un pays dans lequel tous les criminels s'entendent pour prendre d'assaut une prison et en libérer jusqu'à 4000 prisonniers. Faites-moi confiance, on n'en a pas d'exemple dans l'histoire. Alors, si on n'a rien de tel dans l'histoire de tous les pays, il faudra donc réinventer le langage, il faudra donc réinventer les termes qu'on utilise pour décrire ce qui se passe là en Haïti. Sauf que quand on réinvente, on ne part jamais ou à peu près jamais de zéro. En fouillant comme ça dans nos archives, nous sommes tombés sur un graphique que les Nations Unies ont produit en mars 2023. Ils ont fait un graphique, si vous voulez, en 3 temps. Ils sont partis de l'idée combien explicite, de l'idée combien éloquente de la source des armes. Comme par hasard, toutes les armes qui tuent en Haïti, toutes les armes qui terrorisent en Haïti partent, je vous le donne en 1000, des États-Unis. Et ce sont les Nations Unies qui l'ont démontré. Fine. Comme par hasard, toutes les armes qui tuent en Haïti passent, je vous le donne en 1000,
par la République dominicaine, avec les différentes frontières qu'Haïti et la République dominicaine partagent, eh bien ces frontières-là, ce sont comme des passoires pour laisser entrer en Haïti des armes qui proviennent des États-Unis, qui passent par la République dominicaine et qui vont tuer en Haïti. Puisqu'en Haïti, les bandits ne s'en prennent pas seulement au symbole d'État, puisqu'en Haïti, les criminels ne se battent pas entre eux, mais ils s'entendent, d'ailleurs ils choisissent le nom de leur mosaïque, ils choisissent le nom de leur nébuleuse. Au fait, ils ont baptisé leur nébuleuse Vivre ensemble. Imaginez des criminels qui s'engagent à vivre ensemble. Dans quel but? Dans le but de brûler des écoles, dans le but de s'en prendre à des salles d'opération, dans les quelques rares hôpitaux d'Haïti, des criminels qui s'entendent pour faire sortir de leur maison de simples citoyens. Ma foi, bon Dieu, rendez-moi fou ou sage, il ne s'agit plus de banditisme, il s'agit tout simplement d'un cas de terrorisme international. Tous les ingrédients sont là. Pourquoi international? Mais c'est parce que les armes qui tuent en Haïti, les armes avec lesquelles on fout le feu dans des écoles, des armes avec lesquelles, si vous voulez, on terrorise la population, ne sont pas fabriquées en Haïti, elles ne sont pas achetées par les autorités étatiques. Elles viennent des États-Unis, elles passent par la République dominicaine et elles aboutissent en Haïti. Donc nous sommes précisément dans le premier sens du mot transnational, dans le premier sens du mot international, et c'est un cas de terrorisme. Ces bandits s'entendent, donc ils ne se battent pas pour avoir le contrôle du commerce de la drogue. Ils s'entendent, ils ne se battent pas pour contrôler leur territoire contre tel autre territoire. Ils s'entendent dans quel but? Dans le but de terroriser la population. Maintenant, la question à se poser, c'est à quelle fin? À quelle fin? Je vais vous aider. Regardez la ténacité avec laquelle ces bandits foutent le feu dans des écoles emblématiques. Regardez le sang-froid avec lequel ces bandits brûlent des pharmacies. Regardez avec quelle facilité ces bandits s'introduisent dans des salles d'opération, je l'ai déjà dit, dans les quelques rares hôpitaux d'Haïti. Ils saccagent les salles d'opération. Au fait, si vous les regardez agir, ces bandits suivent des consignes. Ces bandits suivent des ordres d'une entité. Ces bandits obéissent à des ordres, n'est-ce pas, d'un commandant, d'un tuteur qui, lui, déteste Haïti. Il est impossible que des Haïtiens, par eux-mêmes, décident de mettre le feu dans des écoles, décident de s'en prendre à des salles d'opération, décident de s'en prendre à des pharmacies, décident de faire se déplacer une population. Ces gens-là répondent à des ordres. Ils répondent aux ordres d'une entité, ils répondent aux ordres de stratèges qui, eux, ont tous les intérêts du monde pour faire d'Haïti le contre-exemple d'un pays noir qui marche. Ceci une fois dit, posons-nous la question, à qui cela profite-t-il véritablement? Depuis près d'un mois ou plus d'un mois maintenant, que les aéroports ou l'aéroport international de Port-au-Prince est fermé, à qui cela profite-t-il? Vous avez entendu les nouvelles. À peu près tous les pays du monde qui ont des ressortissants en Haïti, le Canada, les États-Unis, la France, ils sont en train, si vous voulez, d'évacuer leurs ressortissants. Comment le font-ils? Ils font atterrir un hélicoptère à un endroit précis. De cet endroit précis, ils transportent leurs ressortissants en République dominicaine et de la République dominicaine, leurs ressortissants
se rendent, n'est-ce pas, au Canada, aux États-Unis. En réalité, l'argent que l'État haïtien recevait à chaque fois qu'un avion volait, à chaque fois qu'un avion posait sur son tarmac, qui le reçoit désormais, c'est la République dominicaine, mais autre chose. Quand ça va si mal en Haïti, que des commerces sont obligés de fermer leurs portes, que des entrepreneurs sont obligés de prendre la fuite, que la classe moyenne, n'est-ce pas, se retrouve aux abois. À qui cela profite-t-il dans un premier temps? À la République dominicaine. Donc, la République dominicaine a intérêt à laisser passer ses armes vers Haïti pour qu'il y ait de plus en plus de merde chez nous, et plus de merde il y a chez nous, plus de fric ils se feront. Mais allons au-delà de la République dominicaine. Nous savons que la République dominicaine, au fait, n'est qu'une république satellite des États-Unis. Dernièrement, un politicien américain a lancé, telle une boutade, l'idée, farfelue aux yeux des politiciens américains, qu'il y ait une enquête indépendante sur la provenance des armes qui tuent des gens en Haïti. Au fait, poser la question, c'est y répondre. On sait, à partir du graphique, plusieurs graphiques d'ailleurs, produits par les Nations Unies, on sait que les armes proviennent des États-Unis. Pourquoi personne ne condamne les États-Unis? Pourquoi personne ne responsabilise les États-Unis dans ce qui se passe là? Entre-temps, on asphyxie le pays. Les gens n'arrivent pas à quitter, sauf ceux qui détiennent la résidence permanente du Canada, la résidence permanente des États-Unis, sauf ceux qui détiennent la citoyenneté américaine ou canadienne. Personne d'autre ne peut laisser le pays. Et vous savez qu'aucune ligne aérienne n'appartient à des intérêts haïtiens. Depuis quand des intérêts économiques se laisseraient-ils faire sans faire pression justement sur leur pays d'origine? Vous imaginez, n'est-ce pas, American Airlines qui accepte, n'est-ce pas, qui renonce à l'idée de transporter des gens à l'aéroport de Port-au-Prince sans sourciller. Se pourrait-il que les États-Unis indemnisent ou dédommagent, n'est-ce pas, ces lignes aériennes-là qui acceptent de ne plus se rendre en Haïti, quitte à perdre de l'argent? Et aucune pression n'est exercée sur Haïti pour qu'on fasse un je ne sais quoi, pour que l'aéroport, n'est-ce pas, puisse être ouvert à nouveau et que les gens puissent soit aller en Haïti ou laisser Haïti. Non, on est en train d'asphyxier la population haïtienne. Vous notez que dans ce qui se fait là, les nations soi-disant amies d'Haïti, je n'y ai jamais cru, pas un seul traître mot, les nations soi-disant amies d'Haïti ne disent pas, écoutez, il faut que ceux qui restent de l'État haïtien fassent quelque chose pour en venir à bout de ce terrorisme-là. Non. On se contente d'évacuer les ressortissants étrangers. Et puis, depuis plus d'un mois, l'aéroport ne fonctionne pas. Depuis plus d'un mois, on garde en exil, ça ne me dérange pas. On le garde en otage, le Premier ministre haïtien. Et on dit aux politiciens, arrangez-vous pour qu'il y ait un conseil présidentiel. Pendant ce temps, ces politiciens qui ne sont pas innocents dans ce qui se passe là, ils font une politique aérie, ignorant la véritable souffrance du peuple. Il s'agit là, les amis, d'un cas typique du terrorisme international. International parce que ça concerne au moins 3 nations, mais du terrorisme. Pourquoi personne n'ose appeler la chose terrorisme? Parce que dès lors qu'on évoque le mot terrorisme, eh bien, il y a toute une mécanique qui doit être mise en place. On se contente de parler de bandits, on se contente de parler de criminels. Entre nous, les amis, Barbecue, qui est le chef de cette mosaïque de terroristes, il n'a jamais laissé son fief, il n'a pas laissé, si vous voulez, là où il se trouve, dans son quartier de Martissan de mémoire. Et pourtant, ce garçon ne manque jamais d'armes, il ne manque jamais de munitions. Les autres criminels, appelez-les ISO, appelez-les Vitellum, ces gens-là n'ont jamais laissé leur fief et pourtant, ils ont des armes, ils ont des munitions à gogo. Je n'ose même plus vous demander, vous poser la question, mais d'où viennent les armes? Vous le savez maintenant.
De par les graphiques des Nations Unies, nous savons que ces armes viennent des États-Unis d'Amérique. Nous savons que les munitions viennent des États-Unis d'Amérique et elles passent toujours par la République dominicaine. Ce qu'il y a de plus ironique là-dedans, savez-vous que les États-Unis ont imposé un embargo sur les armes en Haïti? Regardez bien le tableau. L'État haïtien, par sa police, n'arrive pas à détenir autant d'armes de guerre que les criminels eux-mêmes. Je vous dis ceci. Quand Haïti avait commandé des blindés, il y a 2-3 ans maintenant, pour pouvoir répondre aux attaques des criminels, savez-vous que le Canada a dû faire une entente particulière avec les États-Unis pour que les États-Unis autorisent le Canada à livrer des blindés à l'État haïtien? Est-ce que vous voyez le côté loufoque de la chose? Je reprends pour vous. Quand Haïti a dit « il nous faut des blindés pour pouvoir entrer sur le territoire des criminels », normalement, l'État commande ses armes et il les reçoit. Dans le cas d'Haïti, précisément parce que les États-Unis ont imposé un embargo sur les armes à l'État haïtien, Haïti a commandé ses blindés au Canada, mais le Canada devait s'entendre avec les États-Unis pour que le Canada obtienne l'autorisation de livrer les blindés à l'État haïtien. Et quels blindés? Des blindés de nègres qui sont tombés en panne 1 ou 2 jours après leur première utilisation. Chers amis, on n'a pas besoin d'avoir le cerveau de Toussaint Louverture pour comprendre que ce qui se passe là en Haïti, ce n'est pas du banditisme. Je vais, dans le développement de l'émission, vous prendre des cas de banditisme qu'on a vus ailleurs. Ce qui se passe là en Haïti, ce n'est pas une lutte pour le contrôle du trafic de la drogue, c'est de la foutaise que tout cela, c'est de la fumisterie. Quand les gens vous racontent ça, les criminels s'entendent. Ils ne se battent pas entre eux pour contrôler le trafic de la drogue. C'est du jamais vu. Ils s'entendent pour faire quoi? Pour brûler des écoles. Ils s'entendent pour faire quoi? Pour brûler des pharmacies. Ils s'entendent pour faire quoi? Pour libérer 4000 prisonniers. À quelle fin fait-on cela? Il y a quelqu'un qui déteste les Haïtiens, mais qui aime Haïti et qui veut faire fuir tous les Haïtiens d'Haïti. À quelle fin? Telle est la question. Pour répondre à cette question, on va y aller d'une hypothèse. Si Haïti fonctionnait vraiment bien, si Haïti était un État où il faisait bon vivre, conformément à l'idéal des Saliniens, si Haïti était un pays où tous jouissaient véritablement de la liberté, où on jouissait véritablement de l'égalité, à qui cela ferait-il mal en premier? En vous aidant à comprendre ou à répondre à cette question, vous allez voir quel pays, au pluriel, entretiennent le terrorisme international en Haïti par nègres interposés. On voit les barbecues, on voit les ISO, on voit les Vitellum. Ils ont leur part de responsabilité. Ce sont des criminels, oui, mais quand on analyse un crime, il faut parcourir toute la chaîne de la criminalité. Et on verra qu'au haut de cette chaîne de terrorisme international se trouvent les États-Unis, se trouve le Canada, se trouve la France. Et ces 3 pays-là jouent, si vous voulez, à la Vierge offensée. Ils jouent, si vous voulez, aux pompiers. Mais voyons, est-ce qu'on nous prend tous pour des imbéciles? Est-ce qu'on pense que personne n'arrive plus à réfléchir pour ce pays-là ou dans ce pays-là? Quand les Nations Unies elles-mêmes, par des graphiques, vous disent que toutes les armes viennent des États-Unis. Toutes les armes passent par les diverses frontières entre la République dominicaine et Haïti. Si on veut responsabiliser les gens, il faudrait accuser d'abord l'État américain, la Homeland Security, qui ne fait pas son travail, qui laisse sortir les armes du territoire américain vers la République dominicaine. Et il faudrait
responsabiliser l'État dominicain qui laisse passer les armes vers Haïti pour foutre la merde chez nous. Bien sûr que l'État haïtien a ses responsabilités. C'est à l'État haïtien de surveiller ses frontières, je veux bien. Mais on ne peut pas se contenter de dire l'État haïtien ne fait pas son boulot. Il faut remonter la chaîne de la criminalité, remonter cette chaîne-là en partant du pays d'où partent ces armes-là. Et donc, quand on voit que les armes partent des États-Unis et qu'aucun partenaire n'ose les accuser, quand on voit que les armes passent par la République dominicaine et que personne n'ose dire mais l'État dominicain est coupable de terrorisme, n'est-ce pas, international, et qu'on se contente de dire écoutez, Haïti est aux mains de bandits, Haïti est aux mains de criminels, foutaise que tout cela. Haïti se retrouve au cœur d'un complot de terrorisme international. À quelle fin ? Nous allons le voir tout à l'heure. J'étais déjà parti, moi, pas vous? C'était l'introduction. Je vous invite à vous offrir une tasse de thé, une tasse de café, une tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car ce matin encore, conformément à nos habitudes, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, mais soyez éveillés, je vous en conjure. À tout à l'heure. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous, de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. Puisque conformément à ce qu'on s'était dit avant la pause, je suis convaincu qu'il ne s'agit pas de banditisme, ce qu'on voit en Haïti, mais qu'il s'agit de terrorisme international, disons pourquoi il ne s'agit pas de banditisme. Ce sera simple de démontrer par la via negativa qu'il ne s'agit pas de banditisme. Mais parce que dans d'autres pays, on a vu des cas de banditisme. Exemple, la Colombie, c'est l'exemple emblématique. Dans les années 80, quand on parlait de la Colombie, on pensait tout de suite aux guerres, on pensait tout de suite aux luttes que se livrait, exemple, le cartel de Medellín de Pablo Escobar contre, exemple, le cartel de Cali, exemple. On comprenait bien pourquoi ces cartels-là se battaient entre eux, mais ils se battaient pour avoir le contrôle du marché de la drogue. La Colombie était et est toujours une plaque pour la drogue internationale, une plaque tournante pour la drogue internationale vers le marché américain, qui est l'un des plus grands consommateurs de la drogue. Donc, les cartels se battaient entre eux pour leur territoire. Ils se battaient entre eux pour, si vous voulez, avoir une plus grande part du marché de la drogue. On ne se mettrait jamais à l'idée que tous les barons de la drogue, de tous les cartels en Colombie s'entendraient pour brûler des écoles, pour faire sauter, si vous voulez, des pharmacies. Il leur arrivait à ces barons de la drogue de s'en prendre aux symboles de l'État. Mais c'était clair ce qu'ils voulaient. Puisqu'il y avait une convention entre les États-Unis et la Colombie, convention au terme de laquelle on pouvait extrader un trafiquant de la drogue colombien vers les États-Unis. Ces barons de la drogue se donnaient d'ailleurs pour terme les extradables. Ils ne voulaient pas être extradés vers les États-Unis. Ils voulaient obtenir de l'État colombien la garantie que jamais ils n'allaient être extradés vers les États-Unis, mais qu'ils allaient purger leur peine bonbon en Colombie. Et pour faire pression à l'État colombien,
Ils sont allés jusqu'à prendre d'assaut la cour, le palais de justice de la Colombie. Ils sont allés jusqu'à prendre d'assaut les divers juges de la Cour suprême de la Colombie. C'est vrai que Pablo Escobar faisait sauter des bombes un peu partout, mais son objectif, ce n'était pas de s'en prendre aux citoyens. Son objectif, ce n'était pas de s'en prendre aux hôpitaux. Son objectif, ce n'était pas de s'en prendre aux écoles. Pour quelle raison? Parce que les enfants de Pablo Escobar avaient besoin d'école. Ils avaient besoin de s'instruire. L'objectif de Pablo Escobar n'a jamais été de faire sauter, si vous voulez, les hôpitaux, car il savait que si jamais il était malade, comme cela lui est déjà arrivé, si jamais ses enfants étaient malades, comme cela était arrivé à sa fille, il avait besoin, lui, d'un hôpital où conduire sa fille. Alors, il n'était pas assez fou, il n'était pas assez imbécile pour faire sauter les hôpitaux dans son propre pays. Il s'en prenait à des symboles de l'État. C'est vrai qu'il terrorisait la population pour que cette dernière fasse pression sur le gouvernement, de telle sorte que le gouvernement donne aux barons de la drogue la garantie que jamais il ne serait extradé, mais Pablo Escobar ne s'en prenait pas à sa population civile. Jamais, disais-je, n'a-t-on vu dans aucun pays tous les barons de la drogue s'entendre, n'est-ce pas, ici, pour combattre la population civile. Ils peuvent avoir des petites ententes partielles pour le contrôle de tel territoire, mais ça ne dure jamais. Jamais, dis-je, n'a-t-on vu dans l'histoire des barons de la drogue s'entendre dans un vivre ensemble pour terroriser une population. Bon. Le même cas que je viens d'évoquer ici, on pourrait l'adopter au Mexique de El Chapo. El Chapo était régulièrement en guerre contre d'autres cartels de drogue, mais souvent, il avait la complicité de l'État mexicain pour que lui puisse avoir le contrôle, si vous voulez, de la drogue au Mexique, et cela se faisait même avec la complicité d'IA, car la DIA et l'État mexicain se disaient, il est plus facile pour nous de contrôler un seul baron de la drogue, El Chapo, s'il lui a tout le contrôle de la drogue, plutôt que d'avoir à nous en prendre à divers barons de la drogue. Mais jamais, jamais, dis-je, n'avons-nous vu El Chapo s'entendre avec tous les autres barons de tous les autres territoires. Ça ne se fait pas. Ils sont en compétition, ils sont en lutte les uns contre les autres pour le contrôle du marché. Bon. En sorte que ce que l'on voit là en Haïti ne répond pas à ce schéma typique de bandits qui veulent avoir le contrôle du territoire, qui veulent avoir le contrôle du commerce de la drogue, qui veulent avoir, n'est-ce pas, le contrôle, si vous voulez, de la poudre vers les États-Unis. Non, ce n'est pas ça qu'on voit. D'ailleurs, depuis quelques semaines, on dirait que ces criminels-là ont kidnappé moins de personnes. C'est comme si quelque part on leur dit, vous allez changer de modus operandi, vous n'allez plus, n'est-ce pas, kidnapper tel ou tel citoyen. Je n'ai pas dit que cela ne se fait plus, mais je dis que cela se fait de plus en plus rare. On dirait que les bandits reçoivent une instruction différente maintenant. Et on va voir l'instruction tout à l'heure. Bon. On a déjà vu dans d'autres pays, pensez à l'Irlande par exemple, des gens se servir d'armes pour une cause politique. L'Irlande, qui fait partie du Royaume-Uni, a toujours, et cela depuis le 19e siècle au moins, a toujours voulu se retirer des griffes britanniques. Mais la Grande-Bretagne n'a jamais voulu entendre raison. Ainsi donc, vous avez des Irlandais qui ont utilisé des armes contre des symboles de l'Empire britannique, contre des symboles de l'État britannique pour faire valoir leur cause. Leur cause, elle est clairement politique. Nous voulons l'indépendance de notre pays. S'il arrivait à ces gens-là de s'en prendre à des symboles d'État, il ne leur est jamais venu à l'esprit de faire sauter un hôpital où se trouvent par définition des gens qui n'ont rien à voir avec l'État, qui n'ont rien à voir avec la cause qu'ils défendent. Il ne serait jamais venu à l'idée, si vous voulez, de ces combattants irlandais de brûler des écoles, de brûler des pharmacies ou de libérer 4000 prisonniers
qui sont accusés de grande criminalité, mais cela aurait, au contraire, desservi leur cause. Donc, il n'y a pas ici d'idéologie politique, en sorte que ceux qui me parlent de la révolution de Guy Philippe, ils sont carrément dans les patates. Je vous ai déjà dit que ce Guy Philippe-là, c'est un idiot, c'est un écervelé. Il est à ce point embarrassé, il est à ce point engoncé qu'il n'ose même pas dire, n'est-ce pas, à ces criminels, mais pourquoi mettez-vous le feu dans des écoles? Pourquoi en prenez-vous, n'est-ce pas? Pourquoi vous vous en prenez à des pharmacies? Pourquoi vous vous en prenez? Pourquoi vous attaquez? Pourquoi vous saccagez des salles d'opération? Donc il ne s'agit pas de révolution, bon Dieu. Bon Dieu, qu'est-ce qu'une révolution? Une révolution, c'est quand on veut changer de système pour l'amélioration du niveau de vie du plus grand nombre. Ces gens-là qui se font passer aujourd'hui, mais personne n'y croit, pour des révolutionnaires, ce sont ces gens-là qui ont décapitalisé la classe moyenne haïtienne, ce sont ces gens-là qui ont décapitalisé la diaspora et qui ont profité justement du laxisme de l'État haïtien et qui aujourd'hui vous font croire qu'ils se battent contre l'État pour changer de système. Voyons donc. C'est de la bouillie pour des chats, c'est de la bouillie pour des bébés. Donc, il ne s'agit pas d'une lutte idéologique, il ne s'agit pas, si vous voulez, de cas de banditisme, de gens qui se battent pour le contrôle de territoire. Alors, puisqu'il ne s'agit pas de cela, voyons de quoi il s'agit véritablement. Pour vous aider à comprendre de quoi il s'agit, nous allons rêver un peu. Vous savez, il faut de l'utopie dans la vie. Surtout quand on fait de la politique, il faut rêver. Il faut revenir aux idéaux de nos ancêtres. Qu'est-ce que nos ancêtres avaient en vue lorsqu'ils ont botté le cul à la plus grande armée terrestre, l'armée de Napoléon? Qu'est-ce que nos ancêtres avaient en vue lorsqu'ils ont botté le cul, n'est-ce pas, à la marine britannique de Maitland? Qu'est-ce qu'ils avaient en vue lorsqu'ils ont battu, n'est-ce pas, l'armée espagnole? Ils avaient des idéaux. Donc, essayons d'imaginer, rêvons un peu. Regardons les idéaux de nos ancêtres et posons-nous la question. Si tout cela s'était matérialisé, à quel pays le rêve haïtien ferait-il plus de tort? Arrêtons-nous ici et je vais revenir pour vous avec la réponse. Nouveau. Bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. Alors, revenons aux idéaux de nos ancêtres. Et contrairement à ce qu'on fait généralement quand on parle des idéaux de nos ancêtres, on ne va pas commencer en 1804. Nous allons remonter à au moins 1791. Lorsque nos ancêtres se sont réunis dans la clairière du Bois Caïman pour ce congrès politico-mythique, ce congrès politico-mystique, ce congrès politico-spirituel qu'on appelle le Bois Caïman. Ils avaient plusieurs objectifs. Le premier, c'est d'abolir l'esclavage. Nous n'allons pas supplier les Français, nous n'allons pas supplier les Espagnols, nous n'allons pas supplier les Anglais, donc les puissances esclavagistes blanches, nous allons nous imposer à eux et ils seront obligés d'abolir l'esclavage. Mais attention, quand on dit l'esclavage, les amis, c'est un système. Quand on dit l'esclavage, c'est un ordre international. Tous les pays de l'Europe, je dis bien tous les pays de l'Europe,
faisaient leur beurre, tiraient leur manne, tiraient leur profit de l'esclavage. Pensez au capitalisme. Aujourd'hui, imaginez quelqu'un qui dit, écoutez, moi, mon objectif, c'est de détruire, n'est-ce pas, le capitalisme. Eh bien, vous pouvez être sûr que si quelqu'un dit ça, tous les pays capitalistes vont le cibler, ils vont, n'est-ce pas, l'attaquer et ils vont l'abattre. Si vous voulez comprendre ce que nos ancêtres faisaient, pensez tout simplement à la guerre froide. Lorsque les États-Unis ont dit, écoutez, la Russie soviétique, c'est notre ennemi parce que la Russie soviétique est contre notre système capitaliste à nous. Alors, nos ancêtres, bien avant, n'est-ce pas, les autres, ont dit, écoutez, nous allons abolir l'esclavage. Ah, mais il fallait être culotté, il fallait avoir une utopie, il fallait, n'est-ce pas, ne pas avoir de complexe d'infériorité pour dire, nous ne voulons rien de moins que abolir l'esclavage. Mais on aurait pu leur dire, écoutez, mes petits pites là, tous les pays du monde, les pays les plus puissants, avec les plus grandes armées, avec les armées les plus expérimentées, les pays les plus aguerris, tirent leur beurre de l'esclavage. Qu'à cela ne tienne, nos ancêtres ont dit, nous allons nous battre jusqu'à abolir l'esclavage. Vous savez, dernièrement, il y avait un politicien américain, écoutez bien, qui était sur une chaîne américaine et à qui on a présenté le graphique dont je vous ai parlé. Graphique qui prouve que toutes les armes qui tuent en Haïti, toutes les armes qui terrorisent en Haïti viennent des États-Unis. Mais le politicien, il n'était pas étonné, il dit, écoutez, les États-Unis n'ont pas intérêt à ce que ça marche en Haïti. Et le journaliste de lui dire, mais pourquoi? Il dit, écoutez, imaginez que les Haïtiens sont le seul peuple à avoir aboli par lui-même l'esclavage. Si on laisse Haïti fonctionner comme le veulent leurs ancêtres, qu'est-ce qui va se passer selon vous? Un jour, les Noirs aux États-Unis vont demander réparation pour les siècles d'esclavage qu'ils ont subis à l'État américain. Imaginez les descendants de ces 3 millions d'Afro-Américains qui réclameraient réparation aux Américains pour l'esclavage qu'ont subi leurs ancêtres. Mais bon Dieu, c'est le système qui s'effondrerait. Donc nous n'avons pas intérêt à ce que Haïti, qui est un cas emblématique de l'abolition de l'esclavage par les esclaves, nous n'avons pas intérêt à ce que ça marche. Au moins, il avait la vertu d'être vrai. Non seulement nos ancêtres, on est toujours en 1791, on dit nous allons abolir l'esclavage par nous-mêmes, mais mieux. C'est pas pour rien que j'ai écrit un livre sur Toussaint Louverture. Tandis qu'ils se battaient pour l'abolition de l'esclavage, ils ont dit non seulement nous allons abolir l'esclavage, nous allons continuer à travailler, mais cette fois-ci nous allons travailler pour un salaire. En fait, c'est le premier syndicat de toute la terre. Sur les plantations qui étaient des plantations d'esclaves autrefois, les Toussaint Louverture, les Jean-François, les Biassou ont négocié avec les propriétaires un salaire de 25%. Ils ont dit, écoutez, c'est nous qui fournissons, si vous voulez, le travail qui vous enrichit. Nous n'allons pas nous contenter de miettes, nous allons négocier avec vous 25% de la valeur des récoltes. Connaissez-vous aujourd'hui quelqu'un, un président de syndicat, un syndicaliste qui serait assez fou pour négocier 25% du bénéfice du patronat? Mais voyons donc. Les employés eux-mêmes vous diraient, écoutez, ce n'est pas possible. Ils disent, c'est ce que nos ancêtres ont fait. Dans les échanges que les Toussaint Louverture ont eus avec les représentants des planteurs, dans les échanges que Toussaint Louverture a eus, n'est-ce pas, avec les représentants des propriétaires de plantations, ils ont dit, écoutez, non seulement nous allons abolir l'esclavage, et nous voulons travailler, mais nous allons exiger 25% de vos profits. Avançons. Nos ancêtres ont compris que pour imposer leur volonté aux propriétaires, il faut leur faire mal là où ça compte. La seule façon de faire entendre raison à un homme d'affaires, c'est de l'attaquer dans ses intérêts financiers.
La seule façon de faire entendre raison aux puissances esclavagistes d'alors, c'était de les attaquer dans leurs intérêts économiques. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait, nos ancêtres? Ils ont foutu le feu dans les plantations de canne à sucre. Ils ont foutu le feu dans des guildives. Ils ont foutu le feu, n'est-ce pas, là où ça faisait mal. Et lorsque les propriétaires, lorsque la France, la métropole française s'est rendue compte que les esclaves étaient en train de tout détruire, ils se sont rendus à l'idée, 2 ans plus tard, en 1793, par la proclamation de Sontonax, de l'abolition générale de l'esclavage. Cela s'est fait en Haïti. De l'abolition de l'esclavage, on est passé à la première négociation syndicale où nos ancêtres anciennement des esclaves réclamaient 25% des profits de leurs, n'est-ce pas, des propriétaires. Mais mieux, ils ont dit non. Il nous faut plus qu'abolir l'esclavage, il nous faut plus que d'avoir, n'est-ce pas, 25% des profits, n'est-ce pas, des propriétaires. Nous devons réclamer ce territoire comme étant nôtre. Imaginez les amis, imaginez le culot, imaginez l'utopie. Cela ne s'était jamais vu avant. Vous voyez quels ancêtres nous avons? Vous voyez de quelle race nous sommes? Des gens qui ont commencé par dire, nous allons abolir l'esclavage par nous-mêmes. Nous allons négocier jusqu'à 25% du profit des propriétaires, n'est-ce pas, de plantation comme notre propre salaire. Et de là, ils ont dit, écoutez, non, ce territoire sera nôtre. Si les Français s'imaginent qu'ils vont s'installer ici et qu'ils vont nous traiter, n'est-ce pas, en sujets, qu'ils vont nous traiter en citoyens de seconde zone, si les Anglais pensent qu'ils vont, n'est-ce pas, magouiller, qu'ils vont grenouiller pour nous imposer un protectorat, qu'ils se le tiennent pour dit, ce que nous voulons, c'est que ce pays-là nous appartienne. De Toussaint Louverture qui va proclamer dans sa constitution de 1801, non seulement l'abolition de l'esclavage, mais qui va proclamer, n'est-ce pas, l'autonomie de Saint-Domingue, jusqu'à Jean-Jacques Dessalines qui va proclamer l'indépendance du pays. L'idéal, il est là. Non seulement nous voulons abolir l'esclavage, c'est ce que nous allons faire, c'est ce que nous avons fait, c'est ce que nous allons faire, mais nous voulons en plus, n'est-ce pas, transformer cette colonie en premier État noir indépendant. Et le mot noir ici est important puisque Jean-Jacques Dessalines le dit dans sa première constitution, la constitution du 20 mai, n'est-ce pas, 1805, tous les habitants de ce pays seront reconnus sous le terme générique de nègres. Donc, toutes les distinctions coloristes de, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes à teint clair, d'hommes et de femmes, n'est-ce pas, à peau foncée, toutes ces distinctions que les Blancs faisaient entre créoles et bossales, entre, n'est-ce pas, africains et créoles, toutes ces distinctions-là sont abolies de par la loi. Nous serons reconnus désormais sous le terme générique de nègres. Et si vous prenez le temps d'analyser cette constitution, c'est une constitution sans complexe. Jean-Jacques Dessalines, le père de la nation, a dit « Tous ceux qui mettront le pied sur ce territoire devront être considérés comme libres ». Et il ajoute « Aucun blanc français ne mettra le pied dans ce territoire comme étant propriétaire ». Donc, vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez, vous pouvez nous montrer tous vos titres de propriété, cela ne vaudra rien chez nous, vous avez tout perdu. Ce pays-là désormais appartient aux Noirs, ce pays-là désormais appartient aux Haïtiens. Pensez-vous vraiment que de tels idéaux ne menaçaient pas l'ordre international occidental? Ne pensez-vous pas vraiment que ces idéaux-là, n'est-ce pas, représentaient un véritable coup de tonnerre dans le monde occidental blanc chrétien? Il y a cet historien afro-américain qui a dit que l'indépendance haïtienne n'est rien de moins qu'un défi. L'indépendance haïtienne n'est rien de moins qu'une menace. L'indépendance haïtienne n'est rien de moins qu'une déclaration de guerre à toute fin pratique. Pour quelle raison? Parce que l'indépendance d'Haïti, la création d'un État nègre libre, ne faisait pas l'affaire de l'Occident. Et vous allez voir, les ennemis d'hier,
La France a soutenu les provinciaux américains dans leur lutte d'indépendance contre l'Empire britannique. Les Anglais ont été complices, si vous voulez, des Haïtiens dans leur lutte pour l'indépendance vis-à-vis de la France. Les Américains, n'est-ce pas, étaient méfiants à la fois vis-à-vis des Français et des Britanniques d'autrefois, mais quand il s'agit d'Haïti, ils se sont entendus, il ne faut pas que cet État nègre-là réussisse. Pour les États-Unis, c'était une menace vive. Pour les États-Unis, c'était une menace immédiate, car géographiquement, nous étions, n'est-ce pas, et nous sommes toujours à quelques heures du territoire américain. Et aujourd'hui qu'on a l'avion, n'est-ce pas, nous sommes à moins d'1 heure de Miami. Vous pensez vraiment que les États-Unis, qui avaient sur leur territoire 3 millions d'esclaves noirs, qui n'avaient aucun droit, 3 millions d'esclaves qui entendaient parler de Toussaint Louverture, qui appelaient leur fils Toussaint Louverture, qui entendaient parler de Dessalines, qui appelaient leur fils Dessalines, vous pensez vraiment que les États-Unis pouvaient se permettre, ou, n'est-ce pas, voyaient d'un bon œil que cet État nègre, tout près d'eux, réussisse? Mais voyons. Vous pensez que la France, qui au moment où Haïti a proclamé son indépendance, avait encore des esclaves en Guadeloupe, avait encore des esclaves à la Martinique, n'est-ce pas, pour ne citer que ces cas-là, vous pensez que la France allait assister passive à la réussite de ce premier État nègre? Voyons donc. Et le Canada, qui est un ancien condominium, qui est une ancienne colonie à la fois française et, n'est-ce pas, britannique, vous pensez que le Canada va accepter aujourd'hui que ce seul État nègre d'Amérique réussisse, alors que le Canada tire profit du cerveau des Haïtiens? Voyons donc. Alors, toute l'histoire d'Haïti, chers amis, c'est une histoire de tentative constante des États-Unis, une histoire de tentative constante de la France et aujourd'hui du Canada pour empêcher que cet État nègre-là réussisse. Les États-Unis qui ont attendu jusqu'à 52 ans pour reconnaître l'indépendance d'Haïti. Les États-Unis qui ont imposé un embargo sur les armes en Haïti, qui ont officiellement interdit tout commerce avec Haïti. Pourquoi le faisaient-ils? Ils le faisaient pour que Haïti soit toujours un échec et que les Noirs, qui allaient plus tard être, n'est-ce pas, reconnus comme étant des citoyens libres, même si c'était de la foutaise à compter de 1865, qu'ils ne puissent pas réclamer des droits, qu'ils ne puissent pas réclamer, si vous voulez, une réparation pour des siècles d'esclavage qu'ils ont subis. Vous pensez que la France d'hier et la France d'aujourd'hui, n'est-ce pas, étaient d'accord qu'Haïti réussisse? Voyons donc. Pensez à la rançon de l'indépendance, que nous avons mis plus de 100 ans à régler. Plus de 100 ans pour payer cette rançon, et cette rançon-là, n'est-ce pas, a bloqué le développement du pays. Entre-temps, grâce à cet argent que nous avons payé plutôt, n'est-ce pas, jusqu'à 5 fois sa valeur, on parle de 150 millions de francs, qui aujourd'hui sont évalués à plus de 27 milliards d'euros. Si Haïti réussissait, chaque pays de l'Afrique, de la France-Afrique, chaque pays africain colonisé par la France, chaque chef d'État africain soumis aux accords secrets de la France sanguinaire de Gaulle, chercherait à faire comme Haïti, c'est-à-dire chercherait à faire son indépendance vis-à-vis de la France et réclamerait réparation à la France pour les torts subis. Alors vous pensez vraiment que la France a intérêt à ce que ça marche en Haïti? D'ailleurs, ils l'ont dit. Le New York Times, qui voilà 2 ou 3 ans, a publié une série d'articles sur les raisons pour lesquelles la France, le Canada et les États-Unis, toujours les mêmes pays diaboliques, ont renversé le seul chef d'État qui n'ait jamais été démocratiquement élu. Ils l'ont dit parce que Jean-Bertrand Aristide a réclamé la restitution des 27 milliards d'euros que la France avait volés à Haïti comme rançon.
Nous n'avions pas le choix que de le renverser parce que, imaginez, si chaque pays africain réclamait, n'est-ce pas, réparation à la France, si chaque pays africain réclamait réparation aux Britanniques, et si les descendants des esclaves noirs aux États-Unis demandaient réparation aux Américains, eh bien, c'est le système capitaliste du monde qui s'effondrerait. On ne peut pas se permettre qu'Haïti réussisse. Il faut qu'Haïti échoue. Et dans les années 70, dans les années 80, quand en Martinique, quand en Guadeloupe, il y avait une velléité des Martiniquais et des Guadeloupéens de faire leur indépendance, eh bien, l'État français servait un seul remède, l'État français servait une seule médecine, n'est-ce pas, aux Antillais, c'est-à-dire aux Martiniquais, aux Guadeloupéens. Vous voulez être indépendant, regardez le cas d'Haïti. Et cela a suffi pour que les Martiniquais et les Guadeloupéens se contentent d'un titre néocolonial de territoire français d'outre-mer. Dites-moi, territoire français d'outre-mer, vous êtes encore dans la colonisation? Il faut qu'Haïti échoue. Si Haïti réussit selon les idéaux des ancêtres, le monde occidental s'effondre. Si Haïti réussit selon les idéaux de Dessalines, selon les idéaux de l'ouverture, selon les idéaux de Boukman, selon les idéaux de Tantoya, selon les idéaux de Sanit Belair, pour citer hommes et femmes, le monde occidental, le monde capitaliste s'effondre quand c'est un monde qui s'est enrichi sur l'exploitation, sur la sueur des ancêtres noirs. La France serait devenue un pays pauvre comme il l'était au Moyen-Âge si l'Afrique se retire des accords secrets. La France serait redevenue un pays pauvre si les pays africains disent, écoutez, vous nous devez réparation. La France redeviendra un pays pauvre si les pays africains disent, écoutez, nos mines, nos ressources nous appartiennent. Imaginez. Voilà pourquoi à chaque fois qu'il y a une agitation en France, la France assassine le chef d'État. À chaque fois qu'il y a un chef d'État qui dit, écoutez, les ressources de nos pays doivent servir au bien-être de nos populations, c'est pas compliqué, la France en a assassiné jusqu'à 21. Et ne pensez pas que ce soit seulement la France qui soit prise dans cette série noire d'assassinats, les États-Unis aussi. Parce que les États-Unis se disent, si on permet à Haïti de réussir, et si on permet à l'État haïtien de s'établir démocratiquement et de réclamer restitution à la France, ce sont les descendants noirs américains qui vont réclamer réparation à l'État américain. Alors là, on est foutu. Voilà ce qu'Haïti représente, les amis. Avec Haïti, l'Afrique s'élève ou l'Afrique s'effondre. On n'a pas à réinventer la roue pour les pays africains. On n'a qu'à transformer Haïti en un laboratoire de terrorisme et de là, on va exporter ce terrorisme-là en Afrique, on l'a déjà vu. Si Haïti réussit, l'Afrique réussira. Et si Haïti traîne, l'Afrique traînera. Voilà pourquoi personne n'ose dire les vraies affaires de ce qui se passe là en Haïti, parce que la France, les États-Unis et le Canada sont coupables de ce qu'on voit là. Il s'agit d'un terrorisme international. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens,
Et si les lois n'étaient pas des diables? Et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Vous l'aurez vu, je ne suis pas du tout découragé. En tant qu'analyste, je n'ai pas le droit d'être découragé. L'émission ne s'appelle pas Lumière sur le monde pour rien. Mon rôle, c'est de projeter de la lumière sur ce qui se passe là en Haïti. Il faudra qu'un jour, on tienne les États-Unis d'Amérique, n'est-ce pas, responsables du terrorisme d'État qui est installé en Haïti. Il faudra qu'un jour, on tienne la France responsable de ce terrorisme qui est installé en Haïti. Il faudra qu'un jour, les Haïtiens tiennent les Canadiens, l'État canadien responsable de ce terrorisme qui est établi en Haïti. Il faut partir de là. Les armes qui assassinent, les armes qui terrorisent, les armes qui déstabilisent viennent des États-Unis. Le Canada le sait, la France le sait. Ces 3 pays-là sont complices de ce qui se passe là. Donc plutôt que de dire que les gangs prennent d'assaut, il faut dire que le Canada, les États-Unis et la France, qui n'ont pas intérêt à ce qu'Haïti réussisse. Si Haïti réussissait, c'est toute l'Afrique qui réclamerait réparation à la France. Si Haïti réussissait, ce sont les descendants des 300 millions d'Africains qui réclameraient réparation aux États-Unis. Après le tremblement de terre, vous savez, il y avait cette commission de voleurs à la tête de laquelle se trouvait le grand voleur en chef, Bill Clinton, et l'autre petit voleur haïtien, Jean-Max Bellerive, la CISR. La CISR, c'était cette commission intérimaire pour machin là. Il faut dire machin chouette, on s'en fout du reste. Et là, ils avaient des réunions avec les pays donateurs, etc. Et chaque pays tentait de venir, ou bien de voler à la rescousse d'Haïti. Voler à la rescousse, c'est un double entente car ils volaient Haïti. Dans l'une de ces réunions, il y avait, n'est-ce pas, des ingénieurs québécois, donc des ingénieurs canadiens, francophones, et d'autres autorités américaines qui planifiaient sur ce qu'il fallait faire pour reconstruire Haïti. Et il y avait cet ingénieur un peu naïf qui ne comprenait pas trop la géopolitique internationale, qui dit, écoutez, on peut faire d'Haïti, si vous voulez, un joyau du tourisme dans les Caraïbes. Et là, le représentant du gouverneur de l'État de la Floride a écouté cet ingénieur et lui a dit, écoutez, si ce que tu dis là se faisait vraiment, si on acceptait qu'Haïti redevienne un joyau du tourisme caraïbéen, c'est pas compliqué, on va perdre tous les revenus, n'est-ce pas, du tourisme, n'est-ce pas, en Floride. On ne peut pas se permettre, a dit le représentant du gouverneur de la Floride, on ne peut pas se permettre qu'Haïti soit reconstruite tel que vous le dites, parce que si on fait ça, on perd le tourisme en Floride. Alors les amis, ne vous laissez pas mystifier, ne vous laissez pas enfumer par les propos simplistes des journalistes qui parlent de contrôle de gang. Vous notez ce qu'a fait Paris Match? Paris Match a envoyé sa représentante interviewer Barbecue dans son fief. Et Barbecue est décrit comme une espèce d'héros, comme une espèce de, si vous voulez, de chef de territoire. Et pourtant, il y a un mandat d'arrêt international sur Barbecue. Si un journaliste a pu se rendre jusqu'à Barbecue pour l'interviewer en toute tranquillité, vous pensez que les États-Unis qui disposent de drones, qui disposent de services de renseignement et qui ont émis un mandat d'arrêt contre Barbecue, vous pensez vraiment que les États-Unis d'Amérique seraient incapables d'arrêter Barbecue? Mais voyons donc les amis. Voyons. On est en train de
tout détruire en Haïti pour nous obliger à chaque fois, tel dans le mythe de Sisyphe, à recommencer à zéro. En sorte qu'on n'aura jamais la paix qu'il faut pour nous donner un État stable. On n'aura jamais la paix qu'il faut pour nous donner un État, si vous voulez, prospère. On n'aura jamais la paix qu'il faut pour que la population puisse vivre, n'est-ce pas, véritablement sur son territoire. On est tout le temps en train de survivre et vous voyez bien ce qui est en train de se faire là. On veut faire fuir la population. Mais un jour, ces écoles qu'on détruit, il faudra les reconstruire. Ces hôpitaux qu'on détruit, il faudra les reconstruire. Et les mêmes pays qui entretiennent le terrorisme international, toujours ces mêmes pays hypocrites qui volent en hyènes, car ils sont des meurtriers, ils vont venir, encore une fois, promettre 10 millions, 20 millions, 30 millions, 40 millions, n'est-ce pas? Qui dit mieux pour reconstruire les écoles et les hôpitaux? Bande d'hypocrites. C'est du terrorisme international entretenu par les États-Unis, le Canada et la France pour qu'Haïti ne réussisse pas. Cependant, je ne terminerai pas l'émission sans dire un mot de nos politiciens, ces salopards, ces vendeurs de pays. Depuis un mois qu'ils ont pour responsabilité de mettre sur pied un conseil présidentiel. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de faire de la politique aérienne. Chacun de ces 7 membres, n'est-ce pas, est en train de négocier un petit je ne sais quoi pour lui, qui va devenir président. La vérité, c'est que tous ne peuvent pas être présidents. Ils ne voient pas l'urgence de la situation. Ils sont en train de faire de la politique aérienne. Vous savez quoi? Je vous emmerde. Et le jour où ce peuple reprendra son destin en main, il faudra qu'il vous juge. Bande de salopards, bande de politicards, bande de sous-sous. Vous n'êtes même pas en mesure de vous soulever, de vous élever au-delà de vos intérêts personnels et de nommer le plus compétent d'entre vous. Merde, mais votez, merde. Vous ne serez pas tous présidents. Est-ce que vous allez le comprendre, bande d'imbéciles? Les États-Unis, le Canada et la France sont en train de terroriser, mais vous êtes dans vos officines en train de jouer aux politicards, à faire des politiques aériennes sur quels enjeux, qui va être le président? Je vous emmerde. Le feu est pris partout. On fout le feu dans les hôpitaux, on fout le feu dans des écoles, les écoles même où vous avez étudié, on fout le feu dans des pharmacies et vous êtes en train de faire vos petits jeux mesquins. Je vous emmerde. Vous savez, je ne suis pas découragé. Haïti renaîtra de ses cendres. C'est la devise de Christophe Henry. Quand vous avez pour ancêtre Toussaint Louverture, quand vous avez pour ancêtre Dessalines et les autres, on peut vous traîner dans la boue quelque temps, mais vous ne resterez pas dans la boue indéfiniment. Est-ce que je dois vous rappeler qu'on a commencé à déporter les Africains vers Haïti en 1503? Ils se sont soulevés collectivement en 1791, entre 1503, le 16e siècle, et 1791, n'est-ce pas, le 18e siècle, c'est près de 300 ans qui se sont écoulés. Nous sommes habitués à la souffrance, mais nous sommes surtout habitués à l'art de transformer la souffrance en victoire. Et c'est ce que nos ennemis savent, les Américains savent, les Canadiens devront le savoir, les Français le savent, ils y ont goûté. Nous nous soulèverons un jour et nous ferons de ce pays le joyau qu'il est appelé à être. Haïti réussira. Et au jour de la réussite d'Haïti, c'est toute l'Afrique qui réussira. Et la France redeviendra ce pays pauvre parce que c'est un pays voleur. Haïti se lèvera et les États-Unis devront payer pour tous les crimes qu'ils ont commis. Voilà ce dont ils ont peur. Vous pouvez nous traîner dans la boue le temps de la durée de vie d'un barbecue. Vous pouvez nous traîner dans la boue le temps de la durée de vie d'un ISO. Mais Haïti se lèvera. L'heure a sonné pour qu'Haïti renaisse. Et Haïti ne va pas renaître avec ces salopards de politicards, de politiciens qui négocient des petits postes de merde pour les intérêts de leur maîtresse. Haïti renaîtra avec un nouveau type de leadership. Des leaders qui ne regardent pas leurs intérêts. Toussaint Louverture était un homme prospère. Il a tout laissé pour
guidé cette colonie vers l'abolition de l'esclavage. Dessalines était un général prospère. Il a renoncé à tout pour donner la liberté. Christophe était un homme d'affaires prospère. Il a foutu le feu dans son manoir parce qu'il avait quelque chose de plus grand. Vous les politiciens, vous négociez des petits postes de merde. Je vous emmerde. Haïti renaîtra. Les États-Unis paieront pour leurs crimes. Haïti renaîtra. La France paiera sa rançon de 27 milliards à Haïti. Haïti renaîtra et le Canada rendra tous les cerveaux des Haïtiens qu'il a volés et avec lesquels il est en train de faire son développement. Haïti renaîtra. Si nos ancêtres ont été traînés dans la boue de l'esclavage pendant 300 ans et qu'ils se sont soulevés finalement en 1791 pour imposer l'abolition de l'esclavage et plus tard la création du premier État noir libre et indépendant, ça fait 20 ans que les États-Unis, le Canada et la France nous volent notre destin politique. Ils nous imposent les pires salauds. Pensez au Michel Martelly. Et aujourd'hui, ils grenouillent pour nous donner un autre salopard du nom de Guy Philippe. Ça n'arrivera pas. Haïti renaîtra. Cette classe de politiciens, grâce à laquelle les États-Unis, le Canada et la France nous ont traînés dans la boue, cette classe de politiciens doit périr et elle périra. D'une façon ou d'une autre. Et Haïti renaîtra de ses cendres. Je vous en donne ma parole. Gardons le moral, les amis. Les temps sont durs. Mais comme nous le disons dans notre délicieux créole, quand elle fait noir, l'hipoil fait clair. Quand il fait très noir, le jour va se lever, le jour va se poindre enfin. Il fait noir, je le sais. Mais Haïti renaîtra de ses cendres, car c'est dans notre destin d'être une nation phare pour le monde. Victor Hugo l'avait reconnu, lui c'est un homme mythique, c'est pas juste un homme de lettres, c'est un homme avec une grande compréhension mystique de l'histoire. Il a dit qu'Haïti était le phare des nations, c'est ce que nous sommes. Et quand vous êtes un phare, on peut vous lancer de la boue, mais vous allez retrouver votre nature d'éclaireur. Avec Haïti, l'Afrique se lève ou s'effondre. Pour l'instant, nous sommes dans la boue. L'Afrique est dans la boue. Nous allons nous relever et l'Afrique relèvera. Et en ce jour, se relèvera. En ce jour-là, la France paiera. En ce jour-là, les États-Unis paieront. En ce jour-là, le Canada rendra à Haïti tout ce qu'il lui a volé. Gardons le moral, les amis, car tant que va le moral, tout va. Bonne semaine. Au revoir.